Comme vous le savez, on a rendez-vous avec François Jean-Denis, expert en immigration canadienne, le PDG de Vision Max Service. Il est en ligne. François, bonsoir. Merci de vous mettre disponible encore pour nous. Bonsoir, Jean-Étienne. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Super bien. Alors, c'est toujours un plaisir de partager avec nos amis, nos auditeurs, nos auditrices, les dernières informations en immigration au Québec et au Canada. François, on va commencer avec cette question de dossier confié à des agents non actifs au niveau fédéral en immigration. Oui, Jean-Étienne, c'est que la première chose, et on va parler de ça, mais c'est une nouvelle qui est très troublante quand on apprend que Immigration Canada a assigné des dizaines de milliers de dossiers d'application à des agents, des utilisateurs qui sont inactifs ou bien qui n'opèrent plus dans le système. Imaginez que des gens attendent le traitement de leur dossier et pourtant ces dossiers-là sont confiés à des agents qui ne sont plus dans le système. Ça, c'est très grave. Et d'après les enquêtes réalisées par CBC de Radio-Canada, on apprend qu'il y a un monsieur qui travaillait à Sydney. Il a eu 9540 demandes qui lui ont été assignées. Incroyable, ça. 9540 demandes d'application qui lui ont été assignées, alors qu'il n'est plus dans le système depuis le 23 mars 2021. Mais attends. Il y a deux... Oui. Comment expliquer de tels phénomènes, François? L'immigration ne connaît plus ses employés ou c'est comment ça s'explique? Ce qui arrive, c'est qu'on a des arriérés de plus de 2 millions de dossiers. Ça veut dire que le ministre de l'Immigration, en décembre de l'année dernière, avait dit que ça va prendre beaucoup de temps avant de régler cette question parce qu'on a beaucoup de dossiers en attente. Alors maintenant, ceux qui font la répartition des dossiers, c'est sûr que l'erreur est humaine. Alors, ils peuvent transférer les dossiers à des gens. Et prenons le cas, par exemple, en Haïti, les dossiers sont traités surtout au Mexique. Alors, on peut avoir des dossiers, on transfère à des agents qui sont dans le système, et malheureusement, ces agents-là, pour une raison ou pour une autre, ne sont plus des employés de l'Immigration Canada. Ça, c'est grave, hein? Alors, c'est extrêmement grave. Alors, des personnes qui attendent, et on leur dit, oui, et votre dossier est en traitement, votre dossier est en cours, et pendant ce temps, il n'y a pas vraiment un agent qui travaille dessus. Wow. Oui, c'est une enquête qui a été réalisée, une très belle enquête de CBC Radio-Canada, et qui trouve que c'est exagéré. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Trudeau doit faire quelque chose, parce que ce n'est pas normal. Définitivement. Et que le Canada, faisant partie des pays du G7, le Canada accorde ce traitement-là à des gens qui payent pour des services. Ce n'est pas normal. Alors, là maintenant, on ne sait pas ce que le gouvernement va dire parce que la nouvelle vient juste de tomber. Alors, on ne sait pas ce que le gouvernement va dire. Mais une chose que j'aimerais comprendre, quand vous envoyez un lot de dossiers, disons que vous travaillez à l'immigration, on vous envoie presque 10 000 dossiers comme c'est le cas de ce monsieur. Il n'y a pas de suivi pour savoir où est-ce que vous êtes. Il n'y a pas un superviseur qui va vous dire est-ce que vous avez reçu, vous êtes à quel niveau, quel pourcentage. Ça aurait pu faciliter la compréhension, ça aurait pu expliquer que non, il n'y a personne qui travaille dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que, regardez, il y a un roulement qui se fait au niveau des employés d'immigration qui est inquiétant aussi. Regardez, chaque fois qu'il y a un problème, lorsque c'était le cas des Afghans, on a transféré des employés pour traiter le dossier des Afghans. Lorsque c'était le cas des Ukrainiens, la même chose. Lorsqu'il y avait le problème des passeports, on a transféré beaucoup d'employés d'immigration pour traiter la question des passeports. Alors, le superviseur qui fait ce travail-là, ça veut dire qu'à un moment bien déterminé, il va avoir des problèmes pour suivre tous ces mouvements. Je comprends, c'est énorme. C'est énorme pour lui. Parce que si un seul agent peut avoir presque 10 000 dossiers, imagine, même si vous mettez un jour par dossier, François, c'est 10 000 jours qu'il faut pour les traiter. Donc, c'est totalement hors de contrôle. C'est ça. Et c'est pourquoi on dit au gouvernement qu'il doit engager, recruter de nouveaux employés. Parce que, d'après ça, ce qui est dit, c'est que lorsqu'on paye $570 pour une demande de résidence permanente,
d'après ce qui est vraiment calculé, ce qui est fait, on investit à peu près $70 en termes de recrutement d'employés, en termes d'équipement, et les $500 sont encaissés par le gouvernement fédéral. C'est incroyable ça. Non, alors on devrait en investir davantage parce que on a des personnes qui attendent depuis 2 ans, 3 ans. J'ai vu des cas, des personnes qui ont qui sont des investisseurs. Ces gens-là ont déposé des millions de dollars dans le programme investisseur. Après 5 ans, ils n'ont même pas pu devenir résidents permanents. C'est vraiment incroyable. Des gens qui apportent de l'argent au gouvernement et qui, après 5 ans, n'arrivent pas à devenir résidents permanents. Et puis, pendant ces 5 ans, leur argent continue à alimenter quelque part l'économie ici. Mais oui, c'est de l'argent qui est... Imaginez quelqu'un dépose 2 millions de dollars dans le programme investisseur. Sur 5 ans, ça ne rapporte aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça ne rapporte aucun intérêt. Et maintenant, la personne est obligée de faire ça. Alors, et ça, c'est très mauvais. Oui, je vous écoute. Oui, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a un problème très sérieux. Alors, même si vous appelez Immigration Canada, on va vous dire que le dossier est en cours. Et même si vous nous demandez d'écrire des lettres, on va continuer à dire que le dossier est en cours. Alors, vous comprenez pourquoi aujourd'hui c'est difficile d'avoir un traitement rapide. C'est plus difficile d'avoir, par exemple, ce traitement rapide parce que ce qui arrive, c'est que on est pris dans un capharnaüm administratif. Définitivement. Donc, quand on vous dit que votre dossier est en cours, c'est pas en cours, c'est qu'il est dans la cour de quelqu'un qui ne sait même pas si le dossier est là, en fait. Alors, on ne va pas exagérer pour dire que tous les dossiers, mais... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cette enquête-là nous a montré qu'il y a beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont traités également. Parce qu'on reçoit quand même des lettres, on reçoit des suivis. Bon, François, les participants à la conférence sur le sida qu'on a eue il y a quelques mois, je pense que c'était en août ou... Oui, fin juillet, août. Et il semble qu'on a un taux de demande d'asile assez important parmi nos conférenciers, particulièrement venant de l'Afrique. Jean-Étienne, c'est une chose aussi qui est assez étonnante, c'est que on a près de 300 participants à la conférence sur le sida à Montréal, 300 qui ont demandé l'asile. C'est beaucoup. Alors, ça. C'est beaucoup parce que... Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de pourcentage, non? Il y a eu, d'après ce qu'on a dit, près de 2800 demandes. Wow! On avait accueilli 1200 à peu près. OK. Et de ces 1200, ça veut dire que c'est à peu près 25%. C'est beaucoup. C'est à peu près 25% de ces participants qui ont demandé l'asile. Et ces participants viennent en grand nombre de l'Afrique. Pourquoi ils viennent en grand nombre de l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est le continent le plus affecté par le sida. Par le sida, oui. Depuis plusieurs années, il y a un pays qui s'appelle l'Ouganda. Depuis plusieurs années, l'Ouganda a eu 50% de sa population infectée par le sida. 50%. Incroyable, ça. Incroyable. Alors, on a fait venir ces personnes juste pour partager leurs connaissances, pour partager leur expérience. Ce sont des professeurs d'université, ce sont des chercheurs, ce sont des recteurs d'université, ce sont des personnes qui sont normalement bien installées et qui font des recherches. Parce que n'importe qui ne peut faire des recherches dans un pays. Alors, on a des personnes bien installées qui viennent ici et on était vraiment étonnés de voir que ces gens-là ont fait les demandes d'asile à l'aéroport. Wow, dès leur arrivée. Dès leur arrivée. Il y en a qui n'ont même pas été à la conférence. Ils ont fait la demande d'asile et il y en a d'autres qui ont assisté et qui ont fait la demande d'asile par la suite. Alors cela envoie un mauvais message, à la communauté, à Immigration Canada. Désormais, quand on va avoir une conférence, c'était le cas pour la cohorte 15, on va refuser de plus en plus de personnes. OK. Là, j'ai bien compris. Par contre, François, est-ce que ça ne justifie pas ce qu'on disait au début, parce qu'on se plaignait beaucoup que Immigration Canada refusait des visas
à des participants à cette conférence. Est-ce qu'il n'avait pas raison alors? Bon, c'est sûr que, d'après ce que la porte-parole de l'immigration dit, lorsque ces cas-là arrivent, on est obligé de réajuster le tir, de revoir certaines normes, parce que c'est sûr que l'immigration donne beaucoup de refus, mais cependant, ça crée vraiment un mauvais précédent. On ne peut pas dire que ça va justifier à 100%, mais ça crée un mauvais précédent. Et la raison qu'ils évoquent, moi j'ai un peu de problème avec ça, ils disent que lorsque les gens sont infectés par le sida, ils sont ciblés, ils sont traumatisés par la population. Okay. Je ne sais pas qui avait eu des visas. Je ne sais pas si des personnes infectées par le sida ont eu des visas, mais moi je pensais que c'était des chercheurs, c'était des professeurs, c'était des personnes qui étaient venues pour expliquer, pour partager leurs expériences avec les autres participants. Il y a des Haïtiens également qui ont fait des demandes d'asile aussi. Dans ce groupe-là? Dans ce groupe-là, il y a des Haïtiens qui ont fait des demandes d'asile. Alors, ils expliquent qu'ils sont jugés, ils sont écartés à cause de cette maladie-là. Alors, mais maintenant, sur le plan technique, François, est-ce que c'est suffisant pour avoir un statut d'asile ici parce qu'on est contaminé par une maladie pandémique? Bon, comme le fardeau de la preuve repose sur le dos de ces demandeurs-là, ça va être un peu difficile de démontrer ça, parce que quand même, dire qu'on est... Parce que le sida a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, nous on a beaucoup de clients qui ont le sida, personne ne sait. Alors, comment quelqu'un va savoir que vous avez le sida? Au point Ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Alors, comment est-ce que la personne va savoir ça? Et puisque les gens qui ont le sida vivent dans la communauté, alors comment est-ce qu'on va les juger? Alors, c'est l'argument qu'ils donnent. Alors, je pense que ça va être un peu difficile quand je sais comment on va effectivement poser beaucoup de questions pour savoir le type de traitement qu'ils ont en ayant le sida. En tout cas, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a autant de personnes à faire des demandes d'asile. Le des responsables de la conférence dit que c'est normal. Le Canada devrait s'attendre à ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que ce sont les autres pays et les autres personnes qui vont être affectées. Les autres personnes qui auraient pu... C'est ça. Avoir la possibilité de... L'Ouganda, le Kenya, le Nigeria, c'est-à-dire ce sont ces pays-là qui ont donné plus de ressortissants pour les demandes d'asile. Super. Wow, on va suivre ça. Ça aurait été intéressant si on avait vraiment les détails, tous les données pour voir est-ce que c'est la première fois la plupart de ces personnes ont eu un visa, parce qu'il semble que c'est pas seulement ici au Canada qu'on aurait pu faire une demande. Et puis, s'il arrive à faire la demande à l'aéroport, peut-être qu'ils se sont bien informés avant même de venir. Donc, ça, c'est des choses qu'on va mettre en stand-by. Comme journaliste, demande d'accès à l'information, vous allez pouvoir... On va essayer de regarder ça un peu plus tard. Bon, on parle encore de la francophonie. Comment on fait pour emmener plus de francophones? Il semble que le fédéral aurait des petits points à avancer, des petits pions. Oui, parce que la semaine dernière, le ministre de la francophonie au Québec, M. Jean-François Auberge, était à Ottawa pour discuter avec son homologue et en même temps demander qu'on fasse plus pour le français. Parce que dans le plan du fédéral, il est prévu un taux de 4,4%. C'est-à-dire on veut amener 4,4% de francophones hors Québec. Alors, pour mieux comprendre, Jean-Tom, c'est que le Canada veut sélectionner 500 000 immigrants à peu près. Le Québec représente 23% de la population. C'est-à-dire le Québec devrait avoir à peu près 100 000 de ces 500 000. Cependant, M. Legault a choisi de sélectionner seulement 50 000. Et M. Legault veut une immigration à 100% francophone, même si ce n'est pas possible.
Alors, le fédéral a dit, nous allons augmenter la cible des francophones hors Québec à 4,4%. C'est ça que le fédéral dit. Mais avant, c'était à combien, François? C'était à 3,5, presque 4, mais ils n'ont jamais atteint la cible. C'est ça qu'il faut remarquer. Wow. Alors, imaginez, Jean-Étienne, que le Canada fait venir 300 000, 400 000 personnes au pays. On demande d'avoir 3,4%, ou bien 4%, disons, presque 12 000 personnes. On n'arrive pas à atteindre ces 12 000. Alors, si on enlève 12 000 de 350 000 de 400 000, vous voyez combien d'anglophones sont entrés au pays? Absolument. C'est énorme. Et c'est extrêmement grave. Alors maintenant, le ministre Jean-François Robert du Québec dit au fédéral qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, c'est le ministre de l'Immigration, M. Sim Fraser, qui dit oui, on va travailler là-dessus parce qu'il y va de la cohésion sociale. Parce que les gens doivent savoir que le Canada a été bâti par deux nations, deux peuples fondateurs. Il y a les francophones et les anglophones. Mm-hmm. Quand maintenant vous essayez de mettre de côté les francophones, quand vous avez tous ces anglophones qui arrivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est en train de s'angliciser. C'est un pays où pratiquement c'est l'anglais qui va devenir la langue. Et la langue déjà c'est comme ça. Mais on met de côté les francophones et ça crée un mauvais précédent. Alors, M. Sim Fraser dit, pour la cohésion sociale, on doit faire venir beaucoup plus d'immigrants francophones. Alors, on va mettre ça sur pied en 2022-2023 et on veut avoir 4,4%. Alors, le message dans tout ça, c'est que les francophones, les gens qui sont en Haïti, les personnes qui nous écoutent ici, qui ont des parents en Haïti, ça veut dire que maintenant, c'est possible pour la personne d'appliquer dans une autre province, même si elle ne parle pas anglais. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Haïti peut appliquer dans le programme entrée, soit dans d'autres programmes, même si il ne parle pas anglais, et ça va permettre maintenant, c'est-à-dire dans ces programmes de communauté francophone hors Québec, c'est une possibilité qui est ouverte pour tous ces gens-là. Très intéressant. Avec l'espoir vraiment que le gouvernement va tout faire pour faire venir les gens. Parce que quand vous me dites que vous voulez faire venir 3-4% de francophones, vous n'arrivez pas, je ne comprends pas parce que on sait où aller chercher nos francophones. Les pays francophones du monde, on sait où ils sont. C'était comme le programme que le Québec avait, je pense que l'année dernière, où ils disaient qu'ils allaient faire venir des immigrants pour travailler un peu partout en santé, mais on va les chercher dans les pays où on parle l'espagnol, alors qu'on veut quand même renforcer le français. C'était vraiment pas cohérent du tout. Pas du tout. Bon, il semble que les nouvelles sont pas mauvaises pour nos étudiants africains, François, comparativement. Quand on sait que c'était clair qu'il y avait le système avait beaucoup de discrimination, il faut le dire, contre les étudiants africains. Là, il semble que les nouvelles sont plutôt bonnes. Oui, tout à fait. Et le problème de racisme, c'est pas nous qui le disons, c'est que ça a été admis par le ministre de l'Immigration qui trouvait que le système était raciste, il y avait une discrimination systémique contre les Africains, contre les francophones. Alors, avec le tollé que cela a provoqué, dernièrement, M. Trudeau était au sommet de la francophonie en Égypte. Il fallait voir ça. Il fallait voir ça. C'est que les pays africains, tous, étaient debout. Ils ont dit à M. Trudeau, vous ne pouvez plus parler d'ouverture quand vous refusez de façon systématique nos étudiants africains. Définitivement. Alors, ça a été un coup dur pour M. Trudeau. Et finalement, il a dû demander à sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et à d'autres qui étaient là, d'expliquer qu'on est en train de faire quelque chose. C'est incroyable, ça. La nouvelle est sortie, c'est que les recteurs d'université au Québec ont constaté qu'il y a eu plus d'acceptation. On est passé maintenant à près de 41% d'étudiants acceptés. Très intéressant. Alors qu'avant, on avait près de 79% d'étudiants refusés ici au Québec. C'est incroyable. Incroyable. Et ce qui était plus triste,
Il y a une université française et francophone en Ontario, l'université Laurentienne. Elle est en face, elle se trouve en face de l'université anglophone. Elle recrute en Afrique, elle recrute, l'université anglophone recrute dans les pays anglophones de l'Afrique. Et elle avait un taux, cette université-là pouvait recruter près de 80 à 90%. 80 à 90% de ces étudiants étaient admis. C'est-à-dire que cette même université qui est en face avait 5% à 10% admis. Donc, c'était très clair. Il y avait très clair, c'était une question vraiment de la systémique. Ça veut dire qu'on a parlé de logiciel, Chic-Nook. Ce logiciel-là, apparemment, était conçu en anglais pour traiter des dossiers en français. Donc, on comprend tout. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Alors, là, ce sont les recteurs d'université, surtout le recteur de l'université de Trois-Rivières, qui explique effectivement, on voit qu'il y a une amélioration, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on continue à faire pression pour que l'on puisse avoir près de 100% admis, et c'est ça qu'on veut. Alors, c'était vraiment réjouissant de savoir que le gouvernement fédéral fait des efforts à ce sujet. Mais vraiment, il y a beaucoup, pour finir, François, beaucoup de contradictions dans ces histoires-là. Quand vous me dites que vous avez une politique pour renforcer le français, pour des pourcentages pour envoyer des francophones hors du Québec, et puis vous refusez à des étudiants de venir étudier chez vous en français et pour pouvoir s'établir et continuer à valoriser, alimenter cette langue, c'est vraiment incroyable, ça. Exactement. C'est comme un règlement de compte parce qu'on a l'impression qu'on a un problème avec le Québec et qu'on refuse les étudiants francophones qui viennent de façon majoritaire au Québec. Il y a des universités qui ont même prévu d'annuler des programmes en français pour choisir des programmes en anglais. Et on parle du déclin du français. C'est normal qu'on puisse arriver à ça. Absolument. Deuxièmement, on refuse les étudiants francophones sous le fallacieux prétexte que ces étudiants-là ne vont pas retourner après le séjour, alors que lorsqu'ils arrivent ici, le Canada et les agents d'immigration leur demandent de faire une demande de résidence. Alors que là, c'est la contradiction dans le système. Sur toute la ligne. Vous refusez parce que ces gens-là ne vont pas retourner, alors que quand ils arrivent, vous leur demandez de faire une demande de résidence. Définitivement. Une contradiction. Très intéressant, François. Et je pense que les auditeurs sont très contents de vous entendre à nouveau sur les ondes de 102.3 FM Radio Centre-Ville. On se donne rendez-vous pour demain avec d'autres nouvelles, François. Tout à fait, tout à fait. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Bye.